Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Les forces armées célèbrent le mérite. 1199 militaires et personnels civils ont été distingués ce matin. C'est une tradition respectée chaque fin d'année. Pour l'édition 2025, plus de 2700 militaires et civils seront honorés pour leur engagement et leur travail. Le général de corps d'armée, Lassina Doumbia, les invite à demeurer des modèles. Une intoxication alimentaire a été signalée à Andé, dans la sous-préfecture d'Adzopé. En cause, la consommation de bouillie de maïs vendue par une commerçante ambulante. Le bilan provisoire fait état de 14 victimes, dont un décès et 8 cas graves. La vendeuse a été interpellée. L'Institut national d'hygiène publique est sur place pour des analyses. Comment concilier vie familiale et professionnelle? On fera un focus sur les femmes au travail, mères, épouses, travailleuses, commerçantes. Elles assument plusieurs rôles en une seule journée, mais comment parviennent-elles au juste à tenir sans renoncer? Nos reporters sont allés à la rencontre de ces femmes courageuses. Le mouvement AFCM 23 annonce son retrait de la ville d'Uvira dans l'est de la RDC, une décision prise alors que la pression internationale s'accentue. Le groupe évoque une démilitarisation de la zone. Aucun calendrier précis n'a été communiqué. Bienvenue sur RTI 1. Nous sommes en fin d'année et les forces armées de notre pays sacrifient à la tradition en célébrant le mérite. 1199 militaires et personnels civils ont été distingués ce matin. Le général de corps d'armée, Lassina Doumbia, les invite à demeurer des modèles au service de la nation. Et bien pour l'édition 2025, plus de 2700 militaires et civils ont été honorés. Nous rapporte Walter Amadou Ouattara et Traoré Zakaria. C'est la place d'armes général de corps d'armée Ouattara Paul Thomas-Daquin de l'état-major général des armées qui abrite cette traditionnelle cérémonie de distinction. Ainsi, 1199 militaires et personnels civils sont décorés, 15 dans l'ordre national, 113 dans l'ordre du mérite ivoirien, 39 reçoivent la médaille de la défense échelon argent et 1032 porte désormais la médaille de forces armées. Dans un contexte sous-régional de plus en plus complexifié, marqué par des défis sécuritaires que sont le grand banditisme, l'orpaillage illégal, la piraterie maritime et le terrorisme, demandant une grande mobilisation des troupes, il est important que le mérite soit reconnu et célébré. Mon général, nous vous prions de bien vouloir transmettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, ainsi qu'à son Excellence, Monsieur le Ministre d'État, ministre de la Défense, la gratitude des armées pour la diligence manifestée. Que notre exemple inspire les générations futures et nous rappelle que la liberté et la sécurité ne sont pas des acquis, mais des valeurs qui doivent être défendues chaque jour. Le chef d'état-major général des armées annonce que 1523 autres vaillants serviteurs de la nation verront bientôt leur mérite reconnu. Ce sont ainsi au total 2722 militaires et personnels civils de la défense, tous grades confondus, qui seront distingués au titre de l'année 2025. Ces distinctions sont la consécration de vos efforts constants et de vos mérites pleinement reconnu. J'ai surtout une pensée émue pour tous nos camarades tombés au champ d'honneur pour avoir choisi d'honorer jusqu'au bout leur serment, celui de défendre la République et ses institutions. Je pense tout particulièrement au sous-lieutenant Danyogo Krenon Lassina de la gendarmerie nationale et au général de brigade Kwaku Kofi René, ex-attaché de défense en Israël. À leurs familles et à tous leurs proches, j'adresse le soutien indéfectible des forces armées de Côte d'Ivoire et l'expression de notre profonde compassion. Au-delà d'une simple coutume militaire, la décoration est un devoir de mémoire, de reconnaissance et d'encouragement envers celles et ceux qui ont choisi de servir la République, souvent au prix d'innombrables sacrifices. Servir la nation, c'est aussi préserver son environnement. Le ministre Jacques Assaoui-Conan vient de lancer justement à Cocody la première campagne nationale dédiée à l'économie circulaire. C'est un modèle de gestion des déchets et cette stratégie nationale de plus de 25 milliards de francs CFA soutient la politique. Nous détaille Grace Kando. Entre 0,7 et 1 kg de déchets,
C'est ce que produit quotidiennement en moyenne un habitant et environ 5000 tonnes d'ordures collectées par jour dans le district d'Abidjan. Le ministère de l'Environnement veut désormais qu'une seconde vie soit accordée à ces déchets à travers la transformation, d'où le lancement de la première édition de la campagne nationale sur l'économie circulaire. L'économie circulaire aussi permet de lutter efficacement contre les changements climatiques. C'est également la lutte contre la perte de la biodiversité en recyclant. On reste un temps soit peu les ressources naturelles se reposer. 6 start-up œuvrant dans la promotion de l'économie circulaire ont reçu des chèques d'un montant global de 30 millions de francs CFA pour les aider à booster leurs activités. Nous accueillons cette initiative donc avec beaucoup de joie parce qu'après pour en arriver là, ce sont des années donc de sacrifice, ce sont des années donc de travail et aujourd'hui nous remercions donc le ministre Assaoré. Le gouvernement a adopté la stratégie nationale intégrée pour la promotion de l'économie circulaire 2023-2027 d'un montant de plus de 25 milliards de francs CFA. Le gouvernement a décidé de faire de l'économie circulaire le nouveau socle de notre croissance. Aux maires, aux présidents de régions, ils doivent organiser la collecte, créer des centres de tri et faire de notre territoire des exemples. Aux chefs d'entreprise, ils doivent être le maillon de la transformation en investissant dans les machines qui recyclent, en concevant des produits qui durent, qui se réparent et qui se recyclent. La première édition de la campagne nationale de l'économie circulaire est dénommée « Je suis circulaire, je trie, je recycle et je valorise ». Voilà, une autre campagne avec un autre slogan, des couleurs pour ma cité. Comme vous le voyez, les actions se concrétisent sur le terrain et c'est une initiative qui donne justement des couleurs à notre environnement. À Cocody, où je vous conduis, l'ANAGEB a restitué les travaux d'embellissement et de propreté à la Cité des Arts. Le projet porté par le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité vise à offrir un cadre de vie sain aux populations. Sidonie Davila. Bâtiments repeints, rues et espaces de repos en plein nettoyage. Le sous-quartier 323 logements au sein de la Cité des Arts de Cocody fait peau neuve. Issue du projet Des couleurs pour ma cité, cette initiative a permis le ravalement des façades de plusieurs bâtiments. Votre initiative vise à encourager les habitants à adopter de meilleures pratiques environnementales et de perpétrer cette dynamique dans toute la cité. Nous saluons le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité pour cette vision et pour la qualité des travaux réalisés. L'embellissement de la Cité des 323 logements, une idée exécutée par l'Agence nationale de gestion des déchets, ANAGED. Ces façades ravalées, ces couleurs éclatantes, cette propriété retrouvée ne sont pas une fin en soi, mais un nouveau départ. Au nom de Madame le directeur général de l'ANAGED, je voudrais solennellement exhorter les populations de cette belle cité de maintenir la propriété de votre environnement. Après le ravalement des façades des 323 logements, les femmes de la cité regroupées au sein du mouvement, les mamans d'Éric Tabac, ont émis le vœu de voir le projet Des couleurs pour ma cité s'étendre à l'ensemble des bâtiments de la Cité des Arts de Cocody. Malheureusement, la vie n'est pas que rose et l'environnement, c'est aussi une question de santé publique. On évoque donc ce drame survenu dans un village. Une intoxication alimentaire a été enregistrée à Andé, dans la sous-préfecture d'Azopé. En cause, la consommation de bouillie de maïs vendue par une commerçante ambulante. Le bilan provisoire fait état de 14 victimes, principalement des enfants âgés de 1 à 5 ans. Un décès est à déplorer et 8 cas sont en état critique. L'Institut national d'hygiène publique a dépêché une équipe sur place pour des analyses. Les autorités sanitaires invitent toute personne ayant consommé cette bouillie à se rendre au CHR d'Azopé pour une prise en charge immédiate.
Au-delà des frontières, la solidarité s'organise aussi pour le développement local. Aux États-Unis, à Washington précisément, la ministre Mariatou Kone, maire de Bundiali, a rencontré la diaspora de la Bagoué. Son objectif, renforcer le dialogue et surtout encourager la participation active des expatriés au progrès de la commune. Ami Sissoko est notre envoyé spécial. À l'ambassade de Côte d'Ivoire à Washington, en marge de sa mission officielle, la maire de Bundiali, Mariatou Kone, a échangé avec la diaspora de sa commune installée dans la capitale américaine. Une rencontre destinée à recueillir leurs préoccupations, renforcer les liens et les encourager à s'impliquer davantage dans le développement de Bundiali et de toute la région de la Bagoué. Par rapport au changement de Bundiali, nous sommes tous fiers d'elle. C'est notre idole. Bundiali, aujourd'hui, représente un miroir pour nous en tant qu'enfants de Bundiali, de la Bagoué. Et nous sommes prêts à tout moment pour le développement de Bundiali. Nous partons rassurés. Et comme je l'ai demandé, la communication franche vraiment ne peut que faire grandir, ne peut que faire réussir toute entreprise ou tout projet. Et vraiment, ça nous va droit au cœur. Et nous souhaitons et nous prions que cette collaboration vraiment soit une réussite. Informaticiens, chercheurs, experts en agriculture, en sécurité, ces Ivoiriens installés aux États-Unis évoluent dans des domaines stratégiques. Les échanges avec la ministre maire ont été jugés constructifs et porteurs d'opportunités. La rencontre a été fructueuse, je dirais même très fructueuse, parce que des engagements ont été pris. Ce sont des expertises qui se mettront à la disposition de Bundiali. Bundiali, la commune, Bundiali, le département, Bundiali, la Bagoué, afin de nous aider au développement économique et social. Au-delà des ressortissants de Bundiali, des sympathisants ont exprimé leur volonté d'accompagner la commune dans ces projets. À Washington, cette rencontre renforce le lien entre Bundiali et sa diaspora, ouvrant de nouvelles perspectives pour soutenir les actions de développement engagées dans la capitale de la Bagoué. Voilà, et le développement se construit aussi par des actions concrètes sur le terrain. Ici, donc, en Côte d'Ivoire, à Korogo, l'eau potable est désormais disponible à Koni et Nangaka. 2 châteaux d'eau ont été inaugurés par les ministres Amadou Coulibaly et Bouaké Fofana. Ces infrastructures ont coûté environ 1 milliard de francs CFA. Siokwasi. Le premier château d'eau offert à Koni va servir 2 autres villages en situation de détresse sur la question de l'eau potable depuis de longues décennies. Il s'agit de Bodonon et de Karafigué. Une inauguration empreinte de raffermissement de la cohésion sociale entre ces villages. Les gens de Karafigué, avec la venue du château à Koni, et puis on va les partager. Je pense que ça va serrer encore les liens entre nous. La seconde infrastructure inaugurée à Nangaka, quant à elle, marque la réalisation d'une promesse faite de son vivant aux populations par l'ancien Premier ministre Amadou Coulibaly. Une journée bien chargée pour les 2 messagers du gouvernement, riches en perspectives. Donc nous sommes très heureux de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des parents dans ces localités, notamment à Koni et à Nangaka. Ces châteaux d'eau viennent complètement modifier le mode de vie des parents en leur apportant de l'eau potable. La Côte d'Ivoire est en train d'avancer, grâce au programme du président, vers le service universel de l'eau potable. La République pense à tout le monde, mais également la République apprécie ses enfants, des élus qui accompagnent également la République. C'est ça la nouvelle Côte d'Ivoire. Après l'eau potable, une autre épine tirée de la semelle du gouvernement, particulièrement à Koni. Il s'agit du don d'une ambulance médicalisée au centre de santé de ce village afin de sauver des vies dans plusieurs autres localités tenaillé par le stress permanent des évacuations d'urgence vers l'établissement public hospitalier régional de Korogo, à plus de 15 km de cette sous-préfecture. Voilà, la solidarité se renforce. Je vous embarque à présent dans la caravane sociale de la LONASI. La fondation de la Loterie nationale des Côtes d'Ivoire a remis à des écoles primaires et des centres de santé à 6 localités dans les régions du Béré, de la Maraoué et du Kontougo. Des gestes de solidarité appréciés par les populations, nous rapporte Rally Diomondi. La fondation LONASI fait encore des heureux
avec cette remise symbolique de 8 infrastructures éducatives et sanitaires au profit de 6 localités des régions du Gontougo, de la Marawe, du Gbeke et du Béré. Ces réalisations comprennent 2 écoles primaires de 6 classes chacune, une cantine scolaire, un centre de santé intégré équipé et 2 logements pour le personnel médical. Leur coût total, 412 929 389 francs CFA. Notre espoir est grand de voir les infrastructures offertes contribuer à la construction d'une nation en bonne santé, bien éduquée, forte et prospère. Je voudrais, Monsieur le Président du Conseil d'administration, au nom de nos administrés, des villages et circonscriptions de Boromba, de Gentegela, de Kongosu, de Tomono, de Bouandougou, ainsi que de Duafla, bénéficiaires en ce jour, traduire à vous-même et à votre prestigieuse fondation notre gratitude. Nous vous faisons la promesse d'en prendre soin pour améliorer la qualité de vie de nos populations au quotidien, conformément à votre mission sociale. Pour le seul mois de décembre, 715 millions de francs CFA ont été investis par la Fondation Lonasi pour la réalisation d'une 50aine d'œuvres sociales à travers le pays. Voilà, et l'investissement dans le capital humain se poursuit dans les régions ivoiriennes. Dans le Cavali, à l'ouest, l'éducation se renforce par le numérique. Des salles multimédia équipées d'ordinateurs ont été offertes au collège moderne de Péé et au lycée moderne de Toulepleu. L'initiative est portée par la présidente du conseil régional, la ministre d'État Anne-Désirée Oloto, nous rapporte Chris Ephraim Diomondi. La salle multimédia Anne-Désirée Oloto La Misana du collège moderne de Péé dans la région du Cavali est désormais opérationnelle. Équipée de plus de 30 ordinateurs, elle ouvre à travers ce don de nouvelles perspectives pédagogiques aux élèves de l'établissement. Une visite guidée des installations a permis à la présidente du conseil régional du Cavali de partager l'enthousiasme des apprenants, visiblement impatients de s'approprier cet outil moderne d'apprentissage. Ça fait longtemps que nous réclamons ces outils-là et aujourd'hui elle nous a rendu honneur, donc du coup je suis fière d'elle. Cap ensuite sur le lycée moderne de Toulepleu. Ici, le décor est identique. Des équipements numériques flambant neufs mis au service de la formation des jeunes. Le président de la République qui veut une éducation et une école de qualité pour ses élèves, qu'il s'agisse des élèves d'Abidjan ou de ceux de l'intérieur du pays, de ceux de la sous-préfecture de Péé ou de la commune de Toulepleu, nous voulons partout que nos enfants reçoivent la meilleure des éducations. Et naturellement, l'éducation à l'informatique fait partie également donc, de nos ambitions et est inscrit parfaitement au programme scolaire de nos enfants. Je souhaite en tout cas que ces équipements soient utilisés à bon escient. Ainsi, en plaçant le numérique au cœur de l'éducation, Anne-Désirée Oloto investit dans le savoir, convaincue que la véritable richesse du Cavalier se construit aujourd'hui sur les bancs de l'école. Voilà, on se forme pour être autonome et c'est ça l'essentiel. Dans le Gontougo, les femmes des 3 sous-préfectures de Tanda ont reçu des équipements et des chèques d'un montant de plus de 20 millions de francs CFA. Le conseil régional présidé par le ministre d'État Kobena Kwasi Agyumani va donc renforcer les coopératives féminines engagées dans la production et la commercialisation du vivrier. Jamayaki. Les femmes des 4 sous-préfectures du département de Tanda peuvent pousser un ouf de soulagement. Elles reçoivent 2 chèques d'une valeur totale de 20 millions de francs CFA. Ce don de Kobena Kwasi Agyumani, président du conseil régional du Gontougo, constitue un coup de pouce pour leurs activités génératrices de revenus. Nous pouvons être fiers du nouveau visage que présentera notre hôpital. Ainsi, les travaux de bitumage des voiries de la ville. Nous voyons le travail que fait le ministre d'État pour notre bonheur et notre bien-être. Des dons en vivres, des lots d'équipements agricoles composés de 50 tonnes d'engrais et de 10 tricycles ont été également faits aux coopératives féminines de Tanda. Un appui qui s'inscrit dans la droite ligne des actions de la première dame, Dominique Ouattara, à travers le FAFSI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Il y a plus de 10 000 femmes
qui sont venus à cette importante cérémonie pour que la femme soit honorée, pour que la femme soit célébrée. Et pour nous, c'est une grande satisfaction. Ce sont des femmes dynamiques qui nous ont toujours supportés et qui adhèrent aussi à la politique du président de la République. Dont une ambulance au village de Pala, localité de la sous-préfecture de Diamba. Cette cérémonie d'hommage à l'autonomisation féminine à Tanda a permis aux populations d'annoncer leur engagement pour une région du Gontougo prospère. Autonomes et courageuses, vous l'avez vu, les femmes impactent et inspirent. Mais une question demeure, comment concilier vie familiale et vie professionnelle? Femmes au travail, mères, épouses, commerçantes ou salariées, elles assument plusieurs rôles en une seule journée. Alors comment parviennent-elles à tenir sans renoncer? Nos reporters d'Okas Akishi, Didier Nguessan et Morissette sont allés à la rencontre de ces braves femmes. Le jour se lève à peine. Dans cette maison, Adèle est déjà debout. Elle prépare le petit déjeuner. La journée commence avec une routine pour cette mère de 2 enfants. Je me réveille à 4 h du matin pour pouvoir apprêter les enfants. Faire leur petit déjeuner, les laver. Jusqu'à on dit 6 h 30, j'ai fini. Et puis je les dépose à l'école pour pouvoir être au travail. Après la maison, direction le travail. Un autre monde, une autre mission. Ici, elle devient employée, sérieuse et engagée. La fatigue du ménage se lit sur son visage, mais Adèle tient son engagement professionnel. Ses collègues témoignent. Miss Saman, dans un premier temps, c'est une collègue qui est très, très joviale. Elle est accueillante. Avec elle, on ne stresse pas. Son statut de maman n'influence pas son travail. Son chef de service reconnaît son courage et son sérieux. Loin des bureaux, d'autres femmes cherchent leur pitance dans le commerce. Après une longue journée au marché, Joëlle, une commerçante, rentre enfin chez elle. Elle met la marmite au feu, s'occupe des enfants. Son travail au marché fini, celui de la maison ne fait que commencer. Elle nous confie sa journée. Je vends du poisson sec au marché. Les femmes gagnantes viennent avec et puis on achète pour revendre. Je sors à 3 h pour aller acheter ça à Djamé. Tu es obligé de partir à 3 h pour que tu puisses trouver ce que tu t'en vas acheter. Quand je dépose mon poisson au marché, et je reviens à la maison pour apprêter les enfants, pour aller à l'école et puis je me retourne au marché pour aller vendre. C'est comme ça que je fais. Et quand je viens, je dois m'occuper des enfants. Et puis, je rentre aussi à 17 h. De 17 h déjà, je suis déjà fatiguée. Donc, quand j'arrive, je me lave, je échange un peu avec mes soeurs et puis je rentre. Entre le ménage et l'activité professionnelle, comment tenir sans s'épuiser? Comment trouver l'équilibre? Estelle Akissi, chargée de gérer le stress au travail au sein du Programme national de santé mentale, recommande de ne pas pousser loin le bouchon au risque de mettre à mal sa santé. Le constat est fait que de nombreuses femmes se sentent dépassées par leur travail, se sentent dépassées par la gestion des tâches familiales. Et donc justement, on ressent de plus en plus des femmes qui viennent pour des cas d'épuisement professionnel. En cas d'incapacité de conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale, on a de nombreuses conséquences. Lorsque vous prenez le volet mental, c'est du stress. Voilà, donc c'est un tableau de cercle vicieux qui va se présenter à nous. Une femme qui est constamment fatiguée, qui a des insomnies, forcément on aura une répercussion sur sa performance au travail. Notre spécialiste conseille de répartir les tâches dans le ménage avec les autres membres de la famille. Il faut planifier, organiser, prioriser ces activités, ces tâches pour d'éventuelles situations qui pourraient arriver. C'est aussi apprendre à déléguer des tâches, aussi bien à la maison qu'au travail. Lessive, cuisine, entretien des enfants. Le travail des soins, quoique non rémunéré, représente une importante charge pour la femme. Selon ONU Femmes, les femmes en Afrique subsaharienne consacrent 3 fois plus de temps aux travaux domestiques par rapport aux hommes. Les conséquences émotionnelles peuvent leur coûter la santé physique et même mentale. Trouver un équilibre en les aidant,
s'est fait la plus belle des déclarations d'amour à la femme. Et surtout, en cette fin d'année, ce message passerait bien. C'était un reportage de Dorcas Akichi, Didier Nguessan et Joseph Assiedo. Inspirer, c'est aussi susciter la bonne humeur chez les autres. Et pour vous inspirer, la RTI vous promet une belle édition 2026 de votre émission que vous attendez. Bonjour, et cette émission s'annonce sous le signe de l'innovation. L'équipe de production promet un spectacle inédit. Les grandes lignes ont été dévoilées lors d'une conférence de presse. Malika Koulibaly. Surtout quand tu vas draguer femme et puis là c'est compliqué. La 19e édition de Bonjour annonce déjà les couleurs. L'équipe de production de l'émission humoristique, chapeautée par Bamba himself, promet un spectacle inédit. Des grandes articulations sont dévoilées en présence des humoristes et des acteurs du projet. En prélude de Bonjour 20 ans, qu'on prépare pour l'année prochaine, le Bonjour 19 sera un bonjour assez spécial. Un bonjour qui va permettre à toutes ces personnes qui vont faire le déplacement de vivre un bonjour particulier. Cette année, on attend le Cameroun, le Congo et la Côte d'Ivoire. Et là également, nous mettons un accent particulier sur l'excellence cette année. Et c'est pour ça que ce bonjour va être un bonjour qui va retenir et certainement, à n'en point douter, sera un bonjour qui va être gravé dans la mémoire de tous. Yannick Bessou, représentant Jean-Martial Adou, directeur général de la RTI, salue l'esprit de créativité de tous les acteurs impliqués dans la réussite d'une des émissions phares du paysage audiovisuel ivoirien. Bonjour, c'est une émission phare de la RTI. Et donc, depuis 19 ans déjà, nous avons eu des éditions. Et cette année 2026, nous espérons rentrer avec beaucoup de joie, beaucoup de sourire. La RTI est là. Elle sera là et avec vous, elle veut faire de Bonjour 2026 une expérience plus enrichissante. Pour cette édition, 11 nouveaux talents d'humoristes rejoignent la scène de Bonjour 2026, prévue le samedi 3 janvier prochain. Le Bonjour Tour posera pour la première fois ses valises à Libreville. Paris accueillera sa 6e édition. 6 dates à l'intérieur du pays sont prévues. Voilà, et le rendez-vous est pris. Puisque paix et humour font bon ménage, je vous conduis à Issia où les populations s'engagent pour des élections apaisées. La caravane de la Chambre des rois et chefs traditionnels sillonne les localités du département pour sensibiliser à la paix et à la cohésion sociale à l'approche des législatives du 27 décembre. Didier Nguessan. Après Agboville, dans la région de Lagné-Bitiassa, la délégation des têtes couronnées, mandatée par la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, pose ses valises dans la ville d'Issia. Ces garants des us et coutumes sont porteurs d'un message d'apaisement et de prévention. Le président de la Chambre a donc dépêché une mission dans la sous-préfecture de Nayo pour dire Yako, en faisant un geste symbolique de la part du président de la Chambre. Et nous les exhortons d'épouser la paix, l'entente. Et pour les prochaines élections à venir, il faut encore la paix, car sans la paix, point de développement. Sensibiliser les jeunes, leur dire que la vie n'a pas de prix. Et nous sensibilisons les femmes de parler à leurs enfants. Sans la paix, on ne peut pas avancer avec nos enfants. Nos enfants ont besoin d'être tranquilles pour pouvoir travailler, pour s'occuper de nous. La rencontre a réuni, en plus des visiteurs, les autorités administratives, les élus locaux et les populations. Tous ont affirmé leur volonté de sensibiliser pour la paix en cette période électorale. Ce qui a été dit, non seulement en présence de nos chefs traditionnels locaux ici et de tous les différents leaders d'opinion, ces conseils vont être mis en application par chacun d'entre nous à l'effet que nous puissions aller toujours au vivre ensemble et que même pour des élections à venir, ces conseils puissent encore servir. Les émissaires de la Chambre ont rendu une visite de compassion aux victimes des violences liées à la dernière élection présidentielle. La stabilité passe aussi par le respect des institutions. Après le coup d'État manqué au Bénin, la diaspora béninoise en Côte d'Ivoire prend la parole. Ici à Abidjan, ses ressortissants appellent à la responsabilité collective pour préserver la démocratie et la justice dans leur pays. Nous Sangari.
Réunis au sein d'associations et de mouvements citoyens, les ressortissants béninois de Côte d'Ivoire expriment leurs vives préoccupations face aux récents événements survenus au Bénin. Pour eux, toute tentative de déstabilisation des institutions constitue une menace grave pour la paix et l'état de droit. Nous condamnons fermement toute tentative de prise de pouvoir par la force qui constitue une violation flagrante de la Constitution, une trahison de la volonté populaire et une rupture dangereuse des principes démocratiques sur lesquels repose notre unité nationale. Nous appelons tous les fils et toutes les filles du Bénin, où qu'ils se trouvent, à rester unis dans le respect des institutions et de la loi. Cette initiative citoyenne est saluée par les autorités diplomatiques béninoises en Côte d'Ivoire. Le consul honoraire du Bénin encourage cette mobilisation pacifique et responsable qu'il considère comme un message fort en faveur de la stabilité et de l'unité nationale. Faisons du Bénin un dénominateur commun. Au-dessus de nos divergences politiques, au-dessus de nos sensibilités personnelles, au-dessus de nos désaccords légitimes, parfois légitimes, mais jamais insurmontables. Nous pouvons penser différemment, mais nous devons vouloir la même chose. Un Bénin fort, stable, moderne et prospère. Les ressortissants béninois se disent déterminés à poursuivre leurs actions de sensibilisation, convaincus que la démocratie demeure le socle du développement et de la cohésion sociale. Voilà, et on prie donc pour la paix également en RDC, où le mouvement AFC M23 annonce son retrait de la ville d'Uvira, dans l'est du pays. Une décision prise alors que la pression internationale s'accentue. Le groupe évoque une démilitarisation de la zone. Aucun calendrier précis n'a été communiqué. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de l'avoir suivi, mais ne décrochez surtout pas. Juste après ce journal, place au débat politique sur RTI 1. Et comme vous le voyez, la mise en place est faite. Au cœur des échanges, vous aurez les législatives 2025 avec cette question: comment freiner la transhumance politique? Ahmed Silué et ses invités ouvrent le débat. Ils vous donnent rendez-vous tout à l'heure. Et moi, je vous dis à demain, 20h, dans la paix, mais à 13h, retrouvez Apiciata Dosso.